La professeure Laurel Kensington pointa directement la porte, son doigt fendant l'air comme une arme. Cette femme de 37 ans, star des mathématiques à l'université Hudson Heights, venait d'humilier Holden Caraway devant 30 étudiants diplômés, le traitant comme une tâche sous ses talons de créateur. Les mains de Holden se figèrent sur le chariot de nettoyage. 30 paires d'yeux le transperçaient, tandis que les étudiants gloussaient, ravis par ce divertissement inattendu. Laurel se tenait à côté du tableau noir couvert d'équations complexes, ses doctorats encadrés scintillant sur le mur derrière elle comme des trophées de supériorité intellectuelle. Mais au lieu de partir, Holden s'approcha de la preuve mathématique qu'elle présentait. Ses yeux d'un bleu profond balayèrent les symboles élégants, avec une intensité qui fit vaciller le sourire confiant de Laurel pendant une fraction de seconde. « Professeur, dit Holden doucement, sa voix tranchant le silence. Il y a une erreur dans votre troisième ligne. » La salle éclata de chuchotements stupéfaits. L'atmosphère changea et Laurel Kensington, qui avait toujours cru qu'elle ne pouvait pas se tromper, se figea soudain comme une statue. Que se passe-t-il lorsque la personne que vous méprisez le plus remarque quelque chose qui vous a complètement échappé? Si vous aimez les revirements dramatiques comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Et demandez-vous comment Laurel va réagir lorsqu'un concierge lui fera remarquer une erreur dans son cours, en plein milieu de la classe. Découvrons ensemble la suite. L'humiliation résonna dans les couloirs en marbre de l'université Hudson Heights comme une déclaration de guerre silencieuse. En quelques heures, la rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Le concierge avait osé défier le professeur Laurel Kensington, l'étoile montante du département de mathématiques, la fierté de toute l'université. Dans le bureau d'angle de Laurel, où de larges baies vitrées donnaient sur des pelouses entretenues comme un jardin royal, des étudiants vêtus de vêtements décontractés de marque discutaient de philosophie et de théorie des jeux autour d'un café au lait à $12. Les 4 murs qui l'entouraient étaient ornés de diplômes de Harvard, du MIT et de Cambridge, comme un sanctuaire rendant hommage à la suprématie intellectuelle. Des publications prestigieuses garnissaient ses étagères. Lors des dîners de la faculté, elle levait des verres de vin qui coûtaient le salaire mensuel de certaines personnes et participait à des débats académiques avec des lauréats du prix Nobel décorés. Laurel incarnait l'élite académique et se comportait comme si elle y avait droit. De l'autre côté de ce monde, Holden Caraway commençait son service juste au moment où le soleil disparaissait à l'horizon. Son vieux chariot de nettoyage roulait dans les couloirs, les toilettes, les salles de classe et les laboratoires silencieux après les heures de cours. 3 bâtiments, 8 heures de travail, vider les poubelles, nettoyer les sols, réapprovisionner les toilettes en papier, désinfecter les bureaux et les chaises. Mais pendant les rares minutes où il pouvait se reposer, Holden ouvrait des livres de mathématiques avancées qu'il avait soigneusement cachés parmi les manuels d'entretien. Son casier renfermait 2 mondes contradictoires, des produits chimiques de nettoyage et des cahiers remplis de preuves mathématiques complexes, tachés de gouttes de café provenant de ses révisions précipitées pendant ses gardes de nuit. La hiérarchie sur ce campus était aussi claire qu'un ciel sans nuages. Les étudiants payaient $75 000 par an pour avoir le privilège de s'appeler Hudson Heights. Les professeurs vivaient dans des tours d'ivoire où l'intelligence se mesurait en subventions et en résultats de recherche. Et le personnel de soutien comme Holden était presque invisible. Des rouages silencieux faisaient fonctionner ce paradis académique sans que personne ne se soucie de les regarder. Pour Laurel, cette hiérarchie était tout simplement l'ordre naturel des choses. Elle croyait que l'intelligence ne s'épanouissait que dans les familles prestigieuses, les écoles coûteuses et les cercles sociaux élitistes. Elle sortait avec le Dr Clayton Reeves de Harvard comme preuve vivante de cette croyance, un moyen de renforcer la classe à laquelle elle s'estimait appartenir. Quand elle voyait le personnel d'entretien entrer dans une salle de classe, elle ne prenait même pas la peine de lever les yeux. Aux yeux de Laurel, il n'était pas capable d'avoir une conversation intéressante, et encore moins de comprendre les mathématiques avancées. Et pourtant, alors même qu'elle se délectait de la perfection de son monde, un monde construit sur la fierté et les privilèges, les premières fissures commençaient déjà à apparaître. Elle ne savait pas encore que l'homme qui poussait le chariot de nettoyage était sur le point de briser toute l'illusion dans laquelle elle avait cru toute sa vie. Holden Caraway n'avait pas toujours été l'homme qui travaillait de nuit derrière un chariot de nettoyage. Il y a 9 ans, il était un doctorant prometteur à l'université Columbia, se consacrant à des problèmes mathématiques que seul un cercle très restreint de personnes dans le monde pouvait comprendre.
Ses professeurs disaient tous que Holden avait un avenir brillant, qu'il deviendrait l'un des plus grands mathématiciens de sa génération. Puis il rencontra Sydney Halpern. Elle était serveuse dans le café où il étudiait souvent jusqu'à minuit. Sydney avait un sourire qui lui faisait oublier les équations et des yeux verts qui le convainquaient que la vie pouvait encore réserver des miracles. Ils tombèrent rapidement et intensément amoureux, le genre d'amour qui appartient aux pages des romans pour adolescents. À 22 ans, passionné et naïf, il ne se protégeait pas. Lorsque Sydney est tombée enceinte, Holden n'a pas hésité. Il a pris un semestre de congé pour se préparer à devenir père. Ils ont loué un petit appartement dans le Queens et ont prévu un mariage simple après la naissance du bébé. Hazel Carroway est venue au monde par une nuit glaciale d'hiver. Elle était parfaite, minuscule, avec les yeux bleus de sa mère et une étincelle d'intelligence que Holden a immédiatement reconnue. Il a pris sa fille dans ses bras et a senti l'univers changer autour de lui. 3 mois plus tard, leur monde s'est effondré. Malformation cardiaque congénitale, a déclaré le docteur Nina Parkhurst d'une voix douce mais incapable de cacher la gravité de la situation. Hazel souffre d'une communication interventriculaire. Elle doit être opérée dès que possible. Coût estimé 280 000 $. L'assurance ne couvrait qu'une partie des frais. Ils devaient encore débourser plus de 120 000 $ de leur poche. Holden a commencé à accepter tous les emplois qu'il pouvait trouver. Il donnait des cours particuliers de mathématiques, travaillait à la bibliothèque, acceptait n'importe quelle tâche tant qu'elle était rémunérée. Sydney travaillait 2, parfois 3 fois par jour. Mais les factures médicales arrivaient plus vite qu'il ne pouvait gagner de l'argent. Les dettes s'accumulaient comme un rocher, leur écrasant la poitrine. Le stress a commencé à détruire leur relation. Sydney dormait à peine, hanté par chaque respiration sifflante de Hazel. Holden avait du mal à jongler entre ses recherches et ses innombrables emplois. Ils se disputaient à propos de l'argent, de l'avenir, des choix qu'aucun d'eux n'avait plus la force de faire. Puis, un matin, Holden s'est réveillé et a trouvé un bout de papier sur la table de la cuisine. « Je ne peux plus continuer comme ça. Je suis désolé. J'aime Hazel, mais je ne suis pas assez fort pour ça. J'aimerais pouvoir endurer ça, mais je ne peux pas. Ne me cherche pas, Sydney. » Le placard était vide. Le compte bancaire commun avait été vidé et Holden, 23 ans, pas encore diplômé, avec un bébé atteint d'une malformation cardiaque, se retrouva seul. La décision fut prise rapidement et brutalement. Holden ne pouvait pas poursuivre son doctorat alors que sa fille avait besoin de lui à chaque instant. Il ne pouvait pas faire 80 heures de recherche par semaine alors que Hazel avait besoin d'une opération. Il a quitté Columbia, mis de côté son rêve de devenir professeur et accepté un poste de concierge à l'université Hudson Heights, avec des horaires de nuit, un salaire régulier et, surtout, une excellente assurance maladie. C'était il y a 8 ans. Aujourd'hui, Hazel a 8 ans, c'est une petite fille brillante et intelligente qui aime les mathématiques, tout comme son père. Elle a déjà subi 2 opérations, mais elle va bientôt devoir subir la plus importante, la plus risquée et la plus coûteuse. Coût estimé, 340 000 $. Chaque soir, après avoir bordé Hazel dans leur petit appartement du Bronx, Holden enfilait sa veste et partait travailler. Il nettoyait les couloirs silencieux, vidait les poubelles dans les bureaux encore éclairés par la lumière des lampes et, pendant ses rares moments de repos, il ouvrait ses livres de mathématiques. Car même si la vie lui avait tout pris, elle ne pouvait lui voler sa passion. Les mathématiques coulaient dans les veines de Holden. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait choisi, c'était quelque chose qu'il était. Et ce soir-là, lorsqu'il entra dans l'amphithéâtre du professeur Laurel Kensington pour faire son travail, Holden ne put s'empêcher de regarder le tableau noir, de remarquer l'erreur dans la démonstration et de s'exprimer. Car pour Holden, les mathématiques étaient toujours la vérité. Même si cette vérité lui valut d'être humilié devant 30 étudiants, les rumeurs sur l'incident dans l'amphithéâtre se répandirent comme une traînée de poudre à Hudson Heights. Mais ce qui empêchait Laurel Kensington de dormir la nuit, ce n'était pas l'humiliation, c'était la vérité. Ce concierge, cet homme qu'elle avait méprisé, avait raison, tout à fait raison. Elle passa 20 minutes à vérifier à nouveau l'équation et finit par accepter son erreur de calcul. Cela la hantait. Comment un agent d'entretien avait-il pu voir ce qu'un professeur formé à Harvard avait manqué? Le concours Euler approchait, l'événement mathématique le plus prestigieux de l'année. Le prix, 50 000 $
et l'admission automatique dans le programme de doctorat de n'importe quelle université participante. Les départements de mathématiques du monde entier considéraient en ce concours comme un gage de prestige académique et un outil de recrutement de prodiges. Laurel était à la tête du comité de sélection. Depuis 15 ans, sa réputation reposait sur sa capacité à reconnaître les véritables génies, sur son jugement infaillible. Cette année, elle s'attendait à remporter son plus grand triomphe à ce jour. 12 candidats, tous étudiants diplômés de Harvard, du MIT ou de Yale. Des noms issus d'une éducation d'élite en laquelle elle avait une confiance absolue. 3 jours après l'incident, Laurel se tenait devant un auditorium bondé pour annoncer la liste des inscrits au concours Euler. Sa voix était pleine d'assurance lorsqu'elle décrivit la rigueur du concours. « Ce concours représente le summum de la réussite mathématique », déclara-t-elle. 50 000 $ et l'admission automatique au doctorat attendent ceux qui possèdent véritablement une profondeur intellectuelle. Un étudiant diplômé de Harvard leva la main. « Professeur Kensington, tous les employés de l'université peuvent-ils également participer ?» Le sourire de Laurel s'est courbé vers le haut avec condescendance. « Techniquement, oui, mais les mathématiques avancées nécessitent de nombreuses années de formation formelle. Nous ne voulons pas que quelqu'un se ridiculise en public. » Elle a jeté un coup d'œil à travers la salle, repérant délibérément Holden près de la sortie arrière, qui avait momentanément interrompu ses tâches de nettoyage pour écouter. Le message ne pouvait être plus clair. Pour démontrer le niveau de difficulté minimum, Laurel s'est approchée du tableau noir et a écrit une intégrale analytique. Elle semblait simple, mais sa résolution correcte exigeait une grande technique. « Ceux qui ne peuvent pas la résoudre, dit-elle, ne devraient probablement pas nous faire perdre notre temps avec le vrai concours. » Les étudiants se penchèrent sur leurs feuilles en utilisant diverses méthodes complexes. En quelques minutes, la plupart avaient trouvé la réponse numérique. Laurel approuva d'un signe de tête. « Excellent. C'est le niveau mathématique de base que nous attendons. » Elle tendait la main vers l'effaceur lorsqu'une voix douce retentit dans la salle, suffisamment claire pour interrompre la satisfaction générale. « Professeur Kensington, il existe une approche plus élégante utilisant la symétrie. » La salle devint silencieuse. 30 têtes se tournèrent à l'unisson vers l'agent d'entretien qui avait osé interrompre le cours. Laurel se figea, les mains suspendues au-dessus de la gomme, son sourire habituel se crispa alors qu'elle se tournait pour faire face à cette remise en cause de son autorité. « Oh, vraiment ?» Elle accentua chaque mot. « Alors éclairez-nous. » Holden s'avança, vêtu de son uniforme sobre. Pourtant, son assurance fit retenir leur souffle à plusieurs étudiants diplômés. Il prit la craie. Ses traits étaient nets, précis, étonnamment professionnels. Au lieu des méthodes longues et fastidieuses utilisées par les étudiants, Holden appliqua une substitution astucieuse basée sur la symétrie dans les fonctions trigonométriques. En remarquant que cette intégrale présente une symétrie miroir, expliqua-t-il, nous pouvons la transformer en une forme beaucoup plus simple. Même réponse, mais 2 fois moins d'efforts. Sa méthode était magnifique, claire, raffinée, à tel point que les étudiants diplômés se penchèrent instinctivement en avant. Même Laurel dut admettre en silence que son approche était vraiment impressionnante. Mais dès que Holden posa la craie, des applaudissements épars éclatèrent. Laurel les étouffa d'un regard aussi tranchant qu'une lame. La rivalité qui l'habitait s'enflamma violemment, dans un élan d'arrogance et d'imprudence. Mélange explosif d'embarras et d'un sentiment qu'elle ne pouvait encore nommer, Laurel se précipita vers le tableau, fit glisser la craie avec force sur la surface et écrivit une équation différentielle complexe tirée directement de ses propres recherches. « Très bien, » dit-elle en se tournant vers l'auditoire haletant, sa voix résonnant dans la salle. « Si vous pensez avoir un tel talent pour les mathématiques, » elle marqua une pause, puis dit clairement « Résolvez ceci, et je vous épouserai. » Un rire gêné parcourut la salle. La plaisanterie visait clairement à humilier, mais derrière la moquerie se cachait un véritable défi, une bataille pour la domination. Holden regarda le problème pendant 30 secondes, des secondes qui lui semblèrent durer une éternité. Puis il commença à écrire. Que se passe-t-il lorsque l'arrogance rencontre un adversaire qui en est vraiment digne? L'équation différentielle que Laurel avait écrite la fixait depuis le tableau noir comme une accusation. Elle l'avait écrite sur un coup de tête, pensant que Holden Carroway ne serait jamais capable de la résoudre. Il s'agissait d'un problème de mathématiques de niveau universitaire, du genre de ceux qu'elle-même avait mis des semaines à résoudre pendant ses recherches de doctorat. L'auditorium plongea dans un silence tendu tandis que Holden s'approchait du tableau. La craie dans sa main bougeait avec une précision méthodique,
Chaque trait était décisif, d'une assurance inattendue. Laurel restait debout à le regarder, attendant anxieusement qu'il trébuche, qu'il montre le moindre signe qui confirmerait tout ce qu'elle avait toujours cru, à savoir que seuls ceux qui avaient suivi une formation spécifique pouvaient comprendre des mathématiques de cette ampleur. Mais ce moment ne vint jamais. Holden analysa le problème étape par étape, identifia le type d'équation, choisit les outils mathématiques appropriés, puis les appliqua avec la maîtrise de quelqu'un qui voyait la structure de l'intérieur et non de quelqu'un qui avait simplement mémorisé des techniques. En seulement 5 minutes, il présenta la solution complète. Laurel sentit le sang se retirer de son visage tandis qu'elle vérifiait chaque étape qu'il avait écrite. Chaque ligne était correcte, chaque transformation correspondait parfaitement aux résultats de ses propres recherches. « Professeur Kensington », dit Holden en posant la craie, d'une voix douce comme une fine lame, « la solution est complète. Voulez-vous que je vérifie également les conditions aux limites ?» La salle s'est mise à murmurer, sous le choc. Les étudiants ont sorti leur téléphone. Ils savaient qu'ils étaient témoins d'un événement sans précédent. La nouvelle s'est immédiatement répandue sur les réseaux sociaux. Un concierge venait de résoudre un problème de niveau recherche devant les plus brillants talents de Harvard. Laurel redressa les épaules. « Une supposition chanceuse, dit-elle, mais sa voix manquait de son assurance habituelle. Un seul problème ne prouve pas la maturité mathématique. N'importe qui peut mémoriser une technique sans en comprendre la théorie. » Mais son rejet résonna comme du métal creux frappant un mur de briques. L'élégance de la méthode de Holden la contredit instantanément. Au dernier rang, le Dr Bell Marchon de Princeton se leva. Elle avait côtoyé de nombreux génies au cours de sa vie, et quelque chose dans l'approche de Holden lui semblait profondément familier. « Très impressionnant, » dit-elle en s'avançant vers l'avant. « Votre méthode était à la fois rigoureuse et perspicace. » Laurel serra les mâchoires. Le fait qu'un autre professeur félicite Holden lui semblait être une menace directe pour la carrière qu'elle avait mis des années à construire. « Puisque vous êtes si confiant, » dit Laurel, en essayant de garder une voix calme. « Monsieur Carroway, » annonça Laurel, chaque mot étant tranchant et froid. « Je vous invite officiellement à participer au défi Euler. Mais lorsque vous échouerez publiquement, souvenez-vous que j'ai essayé de vous épargner l'embarras. Le défi était lancé. La fierté académique contre la détermination de la classe ouvrière. Toute la communauté mathématique retenait son souffle. Le lendemain matin, les inscriptions ouvrirent. Contrairement à d'habitude, Laurel supervisa personnellement la phase de sélection préliminaire. Elle devait s'assurer que Holden serait immédiatement éliminé. 3 problèmes, chacun plus difficile que le précédent, conçus par Laurel elle-même. Des problèmes qui nécessitaient des années de formation formelle rien que pour les aborder. 12 candidats remplissaient la salle de conférence. 11 étaient des étudiants diplômés de Harvard, du MIT, de Yale, chacun avec un pédigree irréprochable. Le 12e, Holden Carroway, toujours vêtu de son uniforme de maintenance, semblait aussi déplacé qu'une fausse note dans un orchestre de chambre. Reed Lawson de Harvard fit craquer ses doigts d'un air suffisant. Tessa Alden, l'élève vedette de Laurel, relut ses notes une dernière fois. Corbin Ellery, de Yale, ajusta ses lunettes de créateur avec une arrogance instinctive. « Vous avez 90 minutes, » annonça Laurel. « Résolvez les 3 problèmes. Problème NDEG 1. Trouvez le maximum d'une fonction contrainte. » Les étudiants diplômés se plongèrent dans des pages de longs calculs. Holden, non. Il visualisa la géométrie, vit le point d'intersection de 2 courbes et résolut le problème d'un seul coup. Problème NDEG 2. Analyser une matrice spéciale. Les autres se noyèrent dans des systèmes d'équations. Holden examina simplement la structure de la matrice, reconnut le motif et lut la réponse. Problème NDEG 3. Un célèbre problème historique impliquant une série infinie. Les candidats utilisèrent des méthodes modernes. Holden le résolut en utilisant le style classique d'Euler, fidèle à l'esprit de la compétition. Le temps est écoulé, dit Laurel, bien que la dureté dans sa voix eût disparu. Lorsque les solutions furent examinées, une vérité fit pâlir Laurel. Les réponses de Holden étaient non seulement correctes, mais aussi plus élégantes, plus raffinées, plus perspicaces. Le docteur Marchon examina son travail avec une fascination croissante. Le style de Holden lui semblait familier. Son raisonnement, le déroulement de ses démonstrations, les outils qu'il avait choisis, tout cela lui rappelait quelqu'un qu'elle avait connu autrefois. « Tous les candidats sont admis », annonça Laurel à contre-cœur. « Le concours officiel commence demain.
Mais la véritable bataille avait déjà commencé dans l'esprit de Laurel. Sa vision du monde s'effondrait sous le poids de la réalité. Comment quelqu'un sans formation officielle pouvait-il faire preuve d'une telle maîtrise? Cette nuit-là, Laurel s'assit seul dans son bureau à la recherche d'informations sur Holden Carroway. Aucun dossier scolaire, aucune publication de recherche, aucune trace de formation officielle. Ce vide mêlait sa frustration à un sentiment qu'elle refusait de nommer: la curiosité en ligne. Le hashtag #JanitorProfessor, professeur concierge, commença à devenir viral. Partout, les départements de mathématiques se disputaient violemment. Un véritable génie peut-il apparaître en dehors du système? Son petit ami, le docteur Clayton Reeves de Harvard, l'appela, la voix empreinte de mépris. « Laurel, tu ne peux pas sérieusement respecter ce concierge. C'était embarrassant. » Mais Laurel ne pouvait se défaire de l'image de Holden. Sa main sûre avec la craie, son esprit vif, sa confiance tranquille. Pour la première fois de sa carrière, elle se demanda si l'intelligence suivait vraiment le chemin qu'elle avait toujours cru. Ce n'était plus seulement une question de fierté académique. Cela touchait à la réputation de Laurel Kensington, à ses convictions et au cœur même de son identité académique. Jusqu'où était-elle prête à aller pour défendre tout ce qu'elle pensait savoir sur le génie? Le petit appartement du Bronx était silencieux, à l'exception de la respiration régulière de Hazel. Holden était assis à côté du lit de sa fille, les lumières de la rue filtrant à travers les rideaux fins et projetant des rayures jaunes pâles sur le mur. Hazel semblait minuscule sous l'épaisse couverture, ses mèches de cheveux bruns dorés tombant doucement sur un oreiller dont le motif floral avait depuis longtemps disparu. Dans ses bras, elle serrait contre elle un vieil ours en peluche comme un talisman protecteur. « Papa » demanda Hazel d'une voix endormie, aussi fine qu'un souffle. « C'est demain le concours? C'est important ?» Holden lui caressa doucement les cheveux. « Très important, ma chérie. Parce que c'est pour soigner mon cœur, n'est-ce pas ?» Holden eut le cœur serré. Elle n'avait que 8 ans, mais elle en savait déjà beaucoup trop sur les factures d'hôpital, les opérations chirurgicales et le fait que son père travaillait 2 fois par jour juste pour la maintenir en vie. « C'est vrai, ma chérie, » répondit-il. « Mais c'est plus que ça. C'est pour prouver que les rêves ne disparaissent pas. Parfois, ils s'endorment juste un petit moment, comme la princesse dans la forêt. » Exactement comme ça. Hazel resta silencieuse pendant un moment avant de demander « Tu vas gagner, n'est-ce pas ?» Holden ne mentit pas à sa fille. « Je ferai de mon mieux. C'est tout ce que nous pouvons faire. » Lorsque Hazel fut profondément endormie, Holden retourna à la petite table de la cuisine. Autour de lui, les factures médicales s'empilaient comme autant d'accusations silencieuses. Le docteur Parkhurst avait été clair. Hazel devait être opérée dans les 6 mois. Son cœur grandissait, mais sa malformation aussi. 340 000 $. Ce chiffre résonnait dans son esprit comme une condamnation à mort. Les 50 000 $ du défi Euler ne suffiraient pas. Mais c'était un début. Plus important encore, gagner ouvrirait une porte qu'il croyait fermée à jamais. Une bourse de doctorat, un salaire de chercheur, un avenir où Hazel pourrait enfin avoir ce qu'elle méritait. Son téléphone vibra sur la table, un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Retire-toi du concours, tu n'as pas ta place là-bas. À ton avis, qui se cache derrière ces messages anonymes, Laurel, un rival ou quelqu'un d'encore plus haut placé? Écris ta théorie en commentaire. Un ami inquiet. » Ce n'était pas le premier message. Toute la semaine, des emails anonymes lui étaient parvenus, parfois menaçants, parfois moqueurs, parfois feignant l'inquiétude. Tous voulaient qu'il retourne à sa place. Mais Holden ne pouvait pas. Pas quand sa fille dormait dans la chambre d'à côté, son cœur fragile luttant à chaque battement pour la maintenir en vie. Il ouvrit son vieux cahier, le dernier qu'il avait conservé de ses années à Columbia. Les dernières pages étaient encore remplies d'équations inachevées, de marques semblables à des traces de craie qu'il avait faites il y a 9 ans, alors qu'il était sur le point de faire une percée dans la théorie quantique des champs, à 2 doigts du but. Puis Sidney était parti, et ce rêve était mort. Ou peut-être n'était-il qu'endormi. Comme la princesse de l'histoire que Hazel venait de mentionner, Holden regarda l'heure. 23h45. Il devait être au travail à 6h du matin. Mais avant cela, il devait se préparer. Laurel Kensington n'était pas sa seule adversaire. Tout le système universitaire, les tours d'ivoire, les diplômes prestigieux, les murs invisibles avaient été construits pour garder les gens comme lui à l'écart. Pas de diplôme, pas de relation, pas de réputation,
seulement une intelligence brute et le désespoir d'un père qui essayait de garder sa fille en vie. Mais les mathématiques se moquaient des diplômes. Elles ne s'intéressaient qu'à la vérité. Et Holden Carroway, concierge, père célibataire, ancien doctorant, savait reconnaître la vérité quand il la voyait. Demain, il le rappellerait au monde entier. L'auditorium principal vibrait d'une sorte d'excitation électrique, comme si du courant parcourait chaque rangée. Les 800 sièges étaient occupés par des étudiants, des professeurs et des curieux venus uniquement pour assister à l'histoire qui avait fait le tour du campus. Un concierge osant défier la royauté du monde universitaire. L'audience mondiale en direct a dépassé les 30 000 personnes en quelques minutes, alors que les rumeurs sur le Challenger sans papier se répandaient dans les communautés mathématiques internationales. Laurel se tenait à la tribune, impeccable dans son tailleur sur mesure, rayonnant de la confiance de quelqu'un qui avait toujours cru détenir une autorité absolue. En tant que directrice du département et présidente du jury, c'était son territoire, ses règles. Une occasion parfaite pour rétablir l'ordre naturel après les perturbations indésirables de la semaine. « Bienvenue à le concours Euler », déclara-t-elle, sa voix résonnant sur les murs en bois poli. « Aujourd'hui, nous rendons hommage à l'excellence mathématique pure. La véritable maturité mathématique était le fruit d'années d'entraînement rigoureux et d'une préparation adéquate. » Alors que son regard balayait les concurrents, il s'attarda sur Holden, plus longtemps que ne le permettait la politesse. Le message était plus clair que n'importe quel mot. « Tu n'as pas ta place ici. » Le format du concours était brutal, mais élégant. 3 tours éliminant les participants étape par étape, de 12 à 6, de 6 à 3, pour finalement couronner un seul champion. Laurel avait délibérément conçu les tours de manière à favoriser l'éducation formelle, des exigences que seuls des candidats au doctorat bien formés pouvaient maîtriser. Les juges furent présentés. Harvard, MIT, Princeton. La Dörr-Marchonne fit un signe de tête polie, bien que ses yeux trahissaient une trace d'inquiétude qu'elle ne pouvait cacher. Puis vint le tour des présentations des participants. Harvard, Yale, MIT, Berkeley et enfin Holden Carroway, membre du personnel d'entretien de l'université. Un silence gênant s'est installé dans l'auditorium. Quelques rires épars ont éclaté, faibles mais acérés comme des aiguilles. Laurel a souri avec satisfaction. Le contraste était parfait pour son intention. Le problème d'élimination du premier tour est apparu. Prouver que la somme des n premiers nombres impairs est toujours un carré parfait. Si simple que c'en était presque insultant. Exactement l'appât que Laurel voulait, conçu pour que les candidats légitimes puissent briller sans effort. Les tableaux blancs se remplirent rapidement de symboles, de formules et de preuves formelles, mécaniques, dignes d'un manuel scolaire, prévisible. Mais Holden était différent. Si tu veux que Holden leur prouve qu'ils se trompent tous, laisse un like maintenant, la suite devient encore plus tendue. Il n'écrivait pas de formules. Il dessinait des motifs de carrés construits à partir de petits points passant de 1 à 3, puis 5, puis 7. Chaque couche de nombres impairs forme un carré plus grand. « Écoutez », dit Holden dans le micro, d'une voix étrangement calme. « Les mathématiques ne se résument pas à des formules. Elles nous permettent de voir la structure cachée qui se trouve en dessous. » Tout l'auditorium se pencha vers son tableau. Nul besoin d'un doctorat pour comprendre ce qu'il montrait. Le docteur Marchonne se pencha en avant, presque souriante. « Brillant », murmura-t-elle. « C'est de l'intuition mathématique. » Le flux en direct explosa. « J'ai compris les mathématiques pour la première fois. Du pur génie. Pourquoi ne l'avons-nous pas appris de cette façon ?» Les lèvres de Laurel se serrèrent. Elle perdait le contrôle. Résultat. Tous les candidats passèrent au deuxième tour, mais l'auditorium avait clairement basculé en faveur de Holden. Un revirement que Laurel n'avait pas anticipé. Janitor Genius commença à grimper dans les classements des tendances. Pendant la pause, les réseaux sociaux s'emballèrent. Les débats académiques se divisèrent en 2 camps. Le talent naturel contre le pouvoir des diplômes. Les administrateurs de l'université arrivèrent pour assister au phénomène qui prenait désormais une ampleur mondiale. L'ex-petit ami de Laurel, le Dr Clayton Reeves, venu de Harvard, avait même pris l'avion pour assister à l'événement, qu'il qualifiait de petit cirque organisé par Laurel. Les grandes chaînes d'information ont commencé à installer leurs caméras. Les médias ont senti qu'il y avait là une histoire culturelle plus profonde. Un choc entre l'élite et les invisibles. Evelyn Ashbourne, milliardaire et principale donatrice du programme, était assise dans la rangée VIP, le regard acéré comme une lame. Elle ne se contentait pas d'observer.
elle évaluait. Pendant ce temps, le docteur Marchon prit Laurel à part. « Laurel, votre format semble sévère. Êtes-vous sûr que ce niveau de difficulté est approprié ?»« Nous maintenons les normes les plus élevées, » répondit Laurel, d'une voix si défensive qu'elle en semblait presque artificielle. Mais Marchand avait remarqué quelque chose qui la troublait. Ce soir-là, Holden était assis dans l'appartement silencieux, Hazel déjà endormi. Devant lui se trouvaient des manuels avancés qu'il avait empruntés à la bibliothèque, dont les pages étaient remplies du langage d'un autre monde. Mais peu à peu, des liens commencèrent à apparaître. Les concepts avancés lui rappelaient les idées simples qu'il avait autrefois maîtrisées à Columbia, comme le fait de réaliser qu'un château est construit avec les mêmes briques qu'une petite maison. Son téléphone vibra. Un message de Tessa Alden. « Monsieur Carroway, votre démonstration m'a appris plus que 3 ans d'études supérieures. Vous voyez des liens qui nous échappent complètement. Bonne chance pour demain. » Puis un autre de Reed Lawson. « Vous nous avez tous fait voir les mathématiques différemment. Pas les formules, mais leur signification. » Mais le soutien n'était pas la seule chose qui arrivait. Il y avait aussi les réactions négatives. L'élite universitaire se moquait de lui, se demandant s'il méritait vraiment de participer. Clayton Reeves a écrit un éditorial qui est devenu viral. C'est un spectacle qui sape les normes de l'enseignement supérieur. Laurel a subtilement amplifié ses sentiments avec des déclarations douces comme du miel, mais exclusives dans leur essence. Le lendemain matin, Holden est arrivé tôt. Il a effectué son service habituel de concierge de 6h à 14h et n'a eu que 2 heures pour se reposer avant les demi-finales. Son uniforme sentait encore le produit nettoyant lorsqu'il est entré dans l'auditorium éclairé. Laurel l'a remarqué et n'a pas manqué l'occasion. Peut-être que le travail manuel n'est pas compatible avec une activité académique sérieuse, a-t-elle déclaré assez fort pour que les caméras puissent l'enregistrer. Une attaque froide. Et pire encore, elle contenait une part de vérité. Holden menait un combat que ses concurrents, soutenus par leurs privilèges et leur réseau, ne pouvaient pas comprendre. Le jour des demi-finales est arrivé et l'auditorium bourdonnait d'une effervescence prédictive. Les 6 candidats ont pris place lorsque le problème est apparu sur l'écran géant. Une série de symboles techniques qui, pour la plupart des spectateurs ordinaires, ressemblaient à une langue étrangère. Déterminer les propriétés de convergence de cette série infinie et analyser son comportement. Pour quiconque n'appartenait pas au monde des mathématiques, le problème était presque inaccessible. Mais Holden a vu clair dans la terminologie intimidante et a reconnu la question centrale. La série se stabilise-t-elle ou part-elle en spirale hors de contrôle? Alors que les autres candidats appliquaient mécaniquement des formules mémorisées, Holden a fait quelque chose de complètement différent. Il a utilisé son intuition pour saisir l'essence du problème, puis a esquissé des graphiques simples modélisant le comportement de la série, qui parfois s'approchait d'une valeur stable. Parfois, elle croissait de manière incontrôlable, sans fin. Imaginez cela comme une balle qui rebondit, a expliqué Holden d'une voix calme et claire. Parfois, chaque rebond devient plus petit jusqu'à s'arrêter. Parfois, les rebonds deviennent plus grands, plus chaotiques et ne s'arrêtent jamais. Les mathématiques nous indiquent de quel type est cette balle. Son explication a soudainement rendu clair pour le public un sujet de niveau universitaire. La salle a éclaté en applaudissements. Le docteur Marchand s'est levé, applaudissant ouvertement, les yeux brillants comme si elle venait de découvrir un joyau. « Extraordinaire », a-t-elle déclaré à voix haute, s'adressant au jury. C'est la compréhension à son niveau le plus profond. Il ne se contente pas de résoudre le problème. Il révèle la beauté qui se cache derrière la théorie complexe. Même Laurel ne pouvait nier qu'il ne s'agissait pas de chance ni d'une coïncidence. C'était un véritable intellect fonctionnant au plus haut niveau. Lorsque les résultats furent annoncés, les 3 finalistes étaient Tessa Alden, l'élève vedette de Laurel, Reed Lawson, représentant Harvard, et Holden Carroway, le concierge. L'audience mondiale atteignit un pic de 85 000 téléspectateurs. Les instituts de mathématiques du monde entier commencèrent à s'interroger. Nos anciennes hypothèses sur l'intelligence et l'éducation commençaient-elles à s'effriter? Ce soir-là, Laurel ferma la porte de son bureau et commença à préparer le problème de la finale. Elle ne fit pas de choix au hasard. Elle a choisi le problème exact de sa thèse de doctorat, un problème qu'elle-même avait passé 3 ans à résoudre, avec toutes les ressources, les conseillers et le temps nécessaire. Si quelque chose pouvait révéler les limites d'un esprit autodidacte, d'un génie sans diplôme, c'était bien cela. Assise seule dans son bureau sombre, Laurel regardait par la fenêtre la rivière Hudson.
Les lumières de Manhattan scintillaient comme des étoiles tombées sur Terre. Sa réputation, sa foi dans le système éducatif traditionnel, toute l'identité qu'elle s'était construite au cours de sa carrière, tout cela ne tenait qu'à un fil fragile pour le lendemain. Une partie d'elle voulait que Holden échoue, avait besoin qu'il échoue pour restaurer l'ancienne vision du monde qu'elle croyait inébranlable. Mais une infime partie d'elle, très infime, lui murmurait « Et si je m'étais trompé depuis le début ?» Le téléphone de Laurel vibra. Un message de Clayton Reeves. « Demain, cette plaisanterie prendra fin. Ensuite, nous reviendrons à nos dîners normaux. » Laurel fixa l'écran. Normaux ? Était-ce vraiment ce qu'elle voulait ? Un monde où la valeur se mesurait à l'aune du pédigree ? Où des gens comme Holden étaient condamnés à jamais à des emplois qui ne révélaient jamais leur véritable intelligence ? Elle ne répondit pas à Clayton. Au lieu de cela, elle ouvrit le fichier contenant les solutions des demi-finales. Le travail de Holden remplissait l'écran. Un raisonnement subtil, une structure élégante, des lignes mathématiques qui semblaient presque vivantes, avec une intuition profonde. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Laurel Kensington ressentit quelque chose qu'elle croyait disparu depuis longtemps. Le doute en elle-même. Elle se cala dans son fauteuil, contemplant la ville à travers la vitre du bureau. Manhattan, scintillante, fière, avait autrefois symbolisé tout ce en quoi elle croyait. Le système, la hiérarchie, la structure, l'ordre. Mais ici, dans cet endroit même, un homme sans diplôme, sans privilège, sans soutien institutionnel, bouleversait le monde mathématique tout entier. Et dans l'obscurité de son bureau, Laurel admit une vérité amère. Demain, peu importe qui gagnerait, son monde ne serait plus jamais le même. Le matin de la finale arriva avec une énergie sans précédent. Les équipes de télévision avaient installé des caméras partout dans l'auditorium. Le nombre de spectateurs en ligne avait dépassé les 120 000 personnes dans le monde entier, toutes attendant d'assister à l'affrontement ultime entre le génie et les préjugés. Au premier rang, Evelyn Ashbourne était assise parmi les membres du conseil d'administration et la presse. Des représentants du New York Times, du Washington Post et de CNN étaient présents, prêts à rendre compte de ce qui était devenu un débat national sur les classes sociales, l'éducation et les opportunités. Laurel est montée sur scène, avec une assurance presque surnaturelle, vêtue d'un tailleur impeccable, le visage rayonnant d'une assurance absolue. Elle avait passé toute la nuit à élaborer ce qu'elle considérait comme le piège parfait. « Mesdames et messieurs », a-t-elle commencé, sa voix résonnant dans l'auditorium bondé. Le défi final d'aujourd'hui représente le plus haut niveau d'excellence mathématique. Compte tenu de l'attention internationale sans précédent que cette compétition a suscité, j'appliquerai ce que j'appelle la norme Kensington, le test de maturité mathématique le plus rigoureux jamais administré. Le docteur Marchon s'agitait nerveusement sur son siège de juge. Quelque chose dans le ton de Laurel lui disait qu'il ne s'agissait plus d'une évaluation académique. Cela semblait personnel. Au lieu d'un seul problème, Laurel dévoila un défi impitoyable en 3 parties, conçu pour anéantir tout espoir que Holden pouvait encore avoir. Résoudre un problème de niveau universitaire en 90 minutes. Présenter la solution devant un panel de mathématiciens experts. Défendre son approche face aux questions agressives des spécialistes. Ce format permettra de distinguer la véritable maturité mathématique des conjectures bien intentionnées, conclut Laurel, les yeux rivés sur Holden, l'un des 3 finalistes. La véritable trahison apparut lorsque le problème s'afficha sur l'écran géant. Holden sentit son sang se glacer lorsqu'il comprit ce que Laurel avait fait. Ce n'était pas simplement un problème difficile, c'était le sujet de sa thèse de doctorat, un problème qu'elle-même avait mis 3 ans à résoudre, avec des ressources illimitées et une équipe de conseillers experts. Le langage technique à l'écran semblait étrange et effrayant pour la plupart des spectateurs, mais les mathématiciens présents dans la salle ont immédiatement reconnu l'impossibilité de ce que Laurel avait mis en place. Ce problème exigeait des connaissances approfondies dans plusieurs branches des mathématiques de niveau universitaire, des connaissances qui nécessitaient généralement des années d'études formelles. Tessa et Reed échangèrent un regard complice. En tant qu'étudiants diplômés dans le cercle académique de Laurel, ils avaient rencontré des variantes de ce problème dans ces séminaires avancés. Ils avaient derrière eux des années d'études et une exposition directe aux méthodes que Laurel avait publiées dans ses recherches. Holden, cependant, avait 90 minutes pour résoudre un problème que Laurel avait mis 3 ans à conquérir. Des murmures de mécontentement se répandirent dans l'auditorium alors que la communauté mathématique reconnaissait collectivement le jeu truqué qui se déroulait sous ses yeux.
Le chat en direct explosa d'indignation. Les spectateurs du monde entier réalisèrent qu'ils assistaient en temps réel à un sabotage académique. Le docteur Marron se leva d'un bond, le visage rouge de colère. « Laurel, un problème d'une telle complexité est tout à fait inapproprié pour un concours public de mathématiques. L'excellence exige les normes les plus élevées, répondit froidement Laurel, sa voix tranchant dans l'auditorium soudainement silencieux. Nous ne pouvons pas abaisser nos attentes simplement parce que certains candidats ne sont pas suffisamment préparés. Elle fixa à nouveau Holden du regard et lui asséna le coup de grâce psychologique. Vous avez 90 minutes pour prouver que vous avez votre place dans le monde des mathématiques sérieuses. Ceux qui ne sont pas capables de démontrer une véritable sophistication mathématique devraient envisager de se retirer avec dignité plutôt que de prolonger ce spectacle pénible. Le compte à rebours commença son impitoyable descente. Holden fixait le problème impossible, pleinement conscient que Laurel avait poussé le concours dans un domaine où son parcours d'autodidacte ne pouvait tout simplement pas suivre. Les 30 premières minutes furent une pure agonie. Alors que ses concurrents avaient déjà rempli leur tableau de couches d'équations et de symboles raffinés, Holden avait encore du mal à trouver un seul point d'ancrage, un moyen d'entrer dans le labyrinthe que Laurel avait construit. Les mathématiques à ce niveau exigeaient des connaissances qu'il n'avait tout simplement jamais acquises de manière formelle. Son tableau blanc restait presque vide. Seuls quelques débuts timides avaient été rayés. Chacun d'entre eux était une tentative à moitié aboutie qui menait directement à une impasse. Laurel commentait en continu pour le public du live stream. Sa voix dégoulinait de satisfaction d'avoir été justifiée. Nous assistons ici à la différence fondamentale entre l'enseignement formel des mathématiques et l'enthousiasme bien intentionné. Des problèmes avancés comme celui-ci nécessitent une base de connaissances systématiques acquises au fil de nombreuses années d'études sérieuses. À la 45e minute, les caméras ont zoomé sur le visage de Holden. Le désespoir s'était installé. Il a essayé plusieurs approches, les a effacées, puis a réessayé. Chaque échec ne faisait pas seulement tacher le tableau blanc, il renforçait la conviction de tous les spectateurs qu'ils se débattaient presque à l'aveuglette. Pendant ce temps, Tessa et Reed progressaient régulièrement vers la solution attendue par Laurel. Leur formation formelle leur fournissait une carte détaillée à travers le désert théorique dans lequel Holden avançait à tâtons. Les commentaires affluaient rapidement dans le chat du livestream. « Il est complètement perdu. C'est pénible à regarder. Kensington avait raison. Une formation adéquate est importante. Le concierge a finalement atteint ses limites. » Twitter a explosé de réactions justifiées de la part des partisans de Kensington. Le récit est rapidement passé d'un outsider qui secouait le système à un amateur démasqué par la rigueur académique. Tout ce que Laurel avait prédit semblait se dérouler parfaitement devant des centaines de milliers de témoins. Au bout de 60 minutes, le désastre a frappé. Holden a commis une erreur critique lors de sa 3e tentative. Il a appliqué de manière incorrecte un théorème qu'il n'avait jamais compris qu'à moitié après l'avoir lu à la hâte. L'erreur s'est propagée comme un virus dans son argumentation, faisant s'effondrer toute la structure qu'il avait tenté de construire. Holden est resté figé, la craie tremblant dans sa main, fixant les lignes moqueuses des équations qui révélaient les lacunes qu'il ne pouvait cacher. Pour la première fois depuis le début de cette saga, Holden Carroway semblait vraiment brisé. La voix de Laurel a rompu le silence, tranchante comme une lame affûtée pour causer un maximum de dégâts. Peut-être devrions-nous permettre aux candidats en difficulté de se retirer avec dignité plutôt que de prolonger ce spectacle douloureux. Certains défis dépassent tout simplement les limites d'une préparation non traditionnelle. La suggestion tomba avec le poids d'un coup de marteau. Les caméras zoomèrent sur le visage de Holden, capturant le moment exact où sa confiance autrefois inébranlable se fractura en doute et en honte. Cette image serait rediffusée des millions de fois. Le moment où un génie supposé se heurta à un mur infranchissable appelé savoir institutionnel. Au bout de 75 minutes, Holden posa la craie et ferma les yeux. Tout l'auditorium retint son souffle. Il semblait prêt à accepter sa défaite en silence, reconnaissant que son talent brut avait finalement atteint une limite qu'il ne pouvait franchir. Un sourire victorieux se dessina sur le visage de Laurel. Elle pensait avoir enfin prouvé la vérité à laquelle elle s'accrochait depuis des années, à savoir que l'éducation formelle et une formation adéquate étaient les seules voies vers la véritable excellence. À ce moment-là, le docteur Marchand se leva brusquement de son siège de juge, incapable de rester silencieuse une seconde de plus. Avant de continuer,
dit Marchand d'une voix autoritaire qui fit retenir son souffle à toute la salle, rappelons-nous ceci. Les plus grandes découvertes de l'histoire des mathématiques ont été faites par ceux qui ont osé emprunter des chemins que le monde n'avait jamais imaginés. Ces paroles dissipèrent le brouillard de doute qui entourait Holden. Un souvenir refit surface. Un ancien séminaire avec Marchand à Columbia. Une méthode classique considérée comme dépassée par le monde moderne, mais puissante dans sa simplicité. Holden ouvrit les yeux. Une étincelle jaillit dans son esprit. Il restait 15 minutes. Pas assez pour l'ordinaire, mais assez pour l'inattendu. Holden effaça le tableau et recommença. Il ne suivit pas la voie technique approfondie que Laurel souhaitait. Il revint aux fondements classiques de l'analyse mathématique que beaucoup avaient rejeté depuis longtemps. Un professeur de Harvard murmura « Mais que fait-il donc ?» Peu à peu, une solution se dessina sur le tableau blanc. Pas de machine moderne, pas de théorie sophistiquée, mais des méthodes variationnelles, la minimisation de l'énergie, la façon dont l'eau cherche naturellement à s'écouler vers le bas. Il restait 10 minutes. Holden assembla chaque pièce, guidé par son instinct affûté par des années d'auto-formation. Marchand se leva soudainement, les yeux brillants. Elle reconnut ce qu'elle voyait. Ce style provenait d'un génie classique qu'elle avait étudié pendant des années. Le temps était écoulé. Holden recula. Sa solution était complète, si élégante que Laurel resta silencieuse. Les présentations commencèrent. Tessa et Reed s'exprimèrent clairement, correctement, dans le style académique précis que Laurel leur avait enseigné. Tout était correct, mais rien de remarquable. Puis ce fut le tour de Holden. Il s'avança vers le tableau, la voix calme et sonore. Plus un problème est complexe, plus il doit être abordé avec simplicité. Je l'ai abordé en posant la question la plus fondamentale. Quelle configuration minimise l'énergie? À partir de là, j'ai utilisé des méthodes variationnelles classiques. Il n'avait pas fini. Laurel se leva d'un bond, sa voix tranchante comme une lame fendant l'air. « Monsieur Carroway, ce problème nécessite la théorie des opérateurs non linéaires. Les méthodes variationnelles classiques ne peuvent pas gérer le manque de compacité du domaine. Comprenez-vous seulement ce qu'est l'injection de Sobolev ?» Elle se tourna vers les juges, rayonnant d'autorité. C'est précisément pour cette raison que les mathématiques sérieuses nécessitent une formation formelle. On ne peut pas utiliser des outils du XVIIIe siècle pour résoudre un problème du XXIe siècle. La salle murmura. Quelques professeurs acquiescèrent, influencés par sa dérision. Holden ne broncha pas. Il se tourna vers le tableau et ajouta une ligne supplémentaire. « Professeur Kensington, j'ai traité la question de la compacité en utilisant l'inégalité de Poincaré combinée à l'estimation directe de l'énergie. Veuillez regarder les lignes 7 à 12. » Il désigna le tableau, toujours aussi sûr de lui. « Quant à l'imbrication de Sobolev, je n'en ai pas besoin. Je travaille directement avec la fonctionnelle d'énergie plutôt que de passer par des espaces de fonctions abstraits. Le chemin est différent, mais les mathématiques restent rigoureuses. » Le visage de Laurel rougit. Sa voix tremblait, même si elle essayait de garder le dessus. « Vous avez ignoré la théorie de la régularité. Comment pouvez-vous prouver que la solution est suffisamment lisse pour satisfaire les conditions aux limites ?» Clayton Reeves, son petit ami, se leva brusquement dans la rangée VIP et intervint. « Exactement, c'est une lacune grave. Laurel, vous devriez exiger. » La voix du Dr Marchand résonna dans la salle, glaciale et immédiate. « Dr Reeves, asseyez-vous. Il s'agit d'une compétition pour les participants, pas d'une scène pour les personnes extérieures. » Le silence gela l'auditorium. Elle se tourna vers Laurel. « Laurel, laissez M. Carroway terminer. S'il y a une lacune, nous la verrons lors de la vérification. » Puis elle se tourna à nouveau vers Holden. « M. Carroway, veuillez expliquer la question de la régularité. » Holden acquiesça et continua à écrire. « Je n'ai pas besoin du niveau de régularité exigé par le professeur, car ce problème de minimisation d'énergie est convexe. Vous pouvez le voir à la ligne 4. » Il désigna la matrice hessienne avec convexité. Une solution faible devient automatiquement une solution classique selon un théorème de régularité elliptique. Je l'ai cité à la ligne 15. Puis il se retourna vers Laurel et la regarda dans les yeux. « Professeur Kensington, vous avez supposé qu'il s'agissait d'un problème hautement non linéaire, mais vu sous l'angle de la minimisation, cette non-linéarité disparaît. C'est pourquoi les méthodes classiques restent efficaces. » Dans l'auditoire, un professeur du MIT murmura « Mon Dieu, il a raison, le problème est vraiment convexe. » Un autre acquiesça. « Kensington,
a utilisé un canon pour tuer une mouche. Laurel tenta un dernier recours. Mais les références, vous ne pouvez pas inventer une méthode sans vous appuyer sur des recherches existantes. Avez-vous lu Evans, Gilbarg et Trudinger? Holden lui adressa un petit sourire doux, le premier signe d'émotion qu'il avait montré. J'ai lu les deux. Et j'ai également lu Euler et Lagrange. Ils ont résolu des problèmes similaires en utilisant des principes similaires, dit-il après une pause, la voix plus grave. Les mathématiques ne se soucient pas des tendances, elles se soucient de la vérité. Et parfois, la vérité est plus simple que nous le pensons. La salle devint silencieuse. Un léger grattement de chaises résonna. Tessa Alden, l'élève de Laurel, se leva, la voix tremblante. « Professeur, je pense que M. Carroway a raison. La structure convexe simplifie vraiment le problème. » Reed Lawson ajouta. « Je suis d'accord. Ce n'est pas une lacune. C'est une perspective plus profonde. » Et Thomas Laurel regarda autour d'elle. Ses élèves, ses collègues, le public, tout le monde la quittait. La Deur Marchon s'avança vers le podium. Les juges auront besoin de 20 minutes pour procéder à une vérification indépendante. L'auditorium plongea dans un silence haletant. 4 professeurs, de Princeton, du MIT, de Stanford et elle-même, se rassemblèrent autour de 4 tableaux auxiliaires pour examiner la preuve de Holden. Chaque symbole fut réécrit, chaque déduction retracée, chaque étape scrutée, comme si l'on cherchait de l'or. Le flux en direct dépassa les 150 000 spectateurs. La communauté mathématique mondiale retenait son souffle. Laurel était assise dans un coin, les mains serrées si fort qu'elles étaient devenues blanches. Clayton s'approcha d'elle, mais elle secoua la tête. Elle ne voulait pas être réconfortée. Elle devait affronter la situation. Finalement, Marchon revint au micro. Son expression était solennelle. Ses yeux brillaient. Mesdames et messieurs, toute la salle se pencha en avant. La solution de M. Carroway est complète, rigoureuse, et elle sourit pour la première fois depuis le début du concours. Exceptionnelle. C'est l'une des preuves les plus créatives et les plus élégantes que j'ai vues en 30 ans de carrière dans les mathématiques. L'auditorium explosa. Les acclamations firent trembler les murs. La diffusion en direct explosa. Twitter s'enflamma. Quelqu'un a crié « Quand est le mariage, professeur Kensington ?» Toute la salle a éclaté de rire. Laurel a enfoui son visage dans ses mains, rouge comme une tomate. Holden s'est approché du micro, sans fierté, sans moquerie, juste avec dignité. Aujourd'hui nous rappelle que l'intelligence peut venir de n'importe où, que des chemins simples peuvent mener aux vérités les plus profondes et que nous devons regarder au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Il a jeté un coup d'œil vers Laurel, non pas avec méchanceté, mais avec compréhension. Les mathématiques nous ont réunis aujourd'hui. J'espère qu'elles continueront à le faire au-delà des frontières et des préjugés. Et juste comme ça, il n'a pas seulement remporté le concours, il a remporté l'intellect, il a remporté la victoire contre les préjugés. Il a même remporté le cœur de la personne qui le considérait autrefois comme le plus bas des bas. Alors que les applaudissements retentissaient encore dans l'auditorium, la Deur Marchon s'est levée et s'est dirigée vers le micro principal. D'un simple geste de la main, elle fit taire la salle, une réaction que seule une personne dotée d'une véritable autorité pouvait susciter. Avant de conclure, dit Marchon d'une voix calme, mais chargée d'une profonde signification, j'ai une révélation à faire. La salle entière fut plongée dans un silence palpable. Laurel releva la tête, les yeux écarquillés, comme si elle sentait qu'un autre raz de marée allait la submerger. Tout au long de cette compétition, j'ai été hanté par une certaine familiarité dans la façon dont M. Carroway aborde les mathématiques, poursuivit Marchon. Son approche, ses chemins subtils, l'élégance de son raisonnement, tout cela me rappelait quelqu'un que j'avais supervisé autrefois. Elle se tourna vers Holden, son regard le frappant comme une confirmation. Je me suis souvenu que Holden Carroway était l'un de mes doctorants les plus brillants à Columbia. La phrase frappa l'auditorium comme un éclair, fendant le ciel. Plusieurs personnes ont eu le souffle coupé. Laurel a instantanément pâli, le sang quittant son visage. Marchon a ouvert un dossier électronique et a poursuivi, d'une voix aiguë mais jamais cruelle. Monsieur Carroway a terminé tous ses cours de doctorat avec les meilleures notes. Il a réussi son examen de qualification, a passé avec succès l'examen préliminaire de sa thèse sous ma supervision, a publié 3 articles dans des revues prestigieuses, a obtenu la prestigieuse bourse Sloan et a obtenu une moyenne générale de 3,96. Un lourd silence s'est installé.
Ce n'était pas un silence de doute, mais de choc. Laurel se figea. Chaque phrase était une lame qui lui rappelait qu'elle avait humilié publiquement quelqu'un dont les réalisations surpassaient les siennes. Marshon continua, sa voix s'adoucissant, empreinte d'humanité. Monsieur Carroway a quitté le programme lors de sa dernière année parce que sa fille avait besoin d'un traitement pour une maladie cardiaque. Il a choisi d'être père plutôt que d'être universitaire. Son départ a été une perte. Et Laurel n'avait toujours pas dit un mot. Tout le monde se tourna vers elle. L'ancienne professeure fière, la femme qui avait utilisé son autorité pour humilier Holden, l'architecte d'une compétition conçue pour le briser. Elle devait maintenant affronter la vérité. Elle n'avait pas seulement mal jugé un homme, elle s'était mesurée à un génie qui dépassait largement ses propres attentes. L'auditorium, le public en direct, la communauté mathématique internationale, tous attendaient la dernière question. Que dirait Laurel Kensington à l'homme qu'elle avait autrefois cherché à détruire? Des excuses, une explication ou quelque chose de complètement différent? La conclusion de leur collision intellectuelle et émotionnelle ne faisait que commencer. Quelques heures plus tard, l'auditorium autrefois bruyant ne comptait plus que 2 personnes. Laurel était assise en silence au premier rang, les yeux fixés sur les tableaux blancs où toute sa vision du monde avait été démantelée, pièce par pièce. Les lignes de la preuve étaient toujours là, calmes, exactes et brillantes d'une manière que sa propre fierté aveuglante l'avait empêché de voir. Dans le vaste espace silencieux de la cathédrale, Holden s'approcha. Il portait toujours son uniforme de concierge, même si son téléphone n'avait cessé de vibrer avec des offres prestigieuses du MIT, de Harvard, de Princeton et de Stanford. « Lel », dit-il doucement, l'appelant par son prénom pour la première fois. Laurel leva la tête, les yeux humides. « Je te dois plus qu'une excuse », dit-elle d'une voix tremblante. « Je te dois ma reconnaissance. Je te dois une vision juste de qui tu es vraiment. Et je dois admettre qui je suis devenu en essayant de te détruire. » Sa voix se serra. « J'ai laissé mes préjugés m'aveugler et m'empêcher de voir la vérité. J'ai honte de chaque insulte et de chaque action que j'ai commise à ton encontre. » Holden s'assit à côté d'elle. Pas de colère, pas d'amertume, seulement le calme de quelqu'un qui a enduré trop de pertes pour s'accrocher à de vieilles blessures. « Laurel, dit-il, beaucoup de gens jugent sur les apparences. Mais tout le monde n'a pas le courage de se regarder en face. » Un silence profond, pas tendu, mais ouvert. « Quant à ma proposition ridicule, » murmura Laurel, le visage brûlant de honte. Holden sourit, un vrai sourire, le premier qu'il lui ait jamais adressé. « Alors, tu retires ton offre ?» Laurel le regarda droit dans les yeux pour la première fois, sans aucune trace d'arrogance dans le regard. « Si tu es prêt à apprendre à connaître la vraie moi, pas la professeure pleine de préjugés, mais la femme qui vient d'apprendre une leçon très dure, je voudrais vous inviter à dîner en tant qu'égaux. »« J'aimerais beaucoup, » répondit Holden. « Je pense que nous avons encore beaucoup à apprendre l'un sur l'autre. » Dans ce moment de calme, ils sentirent tous deux quelque chose changer. Ce n'était pas un coup de foudre, ni un conte de fées, mais un début fondé sur le respect, l'intelligence et une véritable égalité. 6 mois passèrent. L'université bruissait de gros titres. Le Dr Holden Carroway retourne à Columbia pour terminer son doctorat en tant que chercheur invité. Le professeur Kensington crée la bourse Carroway pour les talents méconnus. L'opération cardiaque de Hazel Carroway est un succès. Le campus s'illuminait chaque fois que Holden et Laurel marchaient ensemble, non pas en tant que concierge et professeur, mais en tant que collègues, amis, et peut-être, avec le temps, quelque chose de plus. Leur relation s'est épanouie naturellement, doucement. Pas une romance sirupeuse, mais un lien forgé par l'intelligence, les défis et le respect mutuel. Ils discutaient, apprenaient, se soutenaient mutuellement et grandissaient. Mais leur histoire a eu un impact bien plus important. Elle a déclenché un mouvement. Sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à partager des histoires de talents cachés derrière des uniformes ordinaires. Un cuisinier qui avait autrefois été ingénieur, un chauffeur Uber diplômé en droit, un agent de sécurité qui était autrefois romancier. Le pays a commencé à se demander « Combien d'esprits brillants sommes-nous en train de gaspiller ?» Un matin, le docteur Nina Parkhurst, la cardiologue de Hazel, a appelé. L'opération était un succès. Son cœur s'était parfaitement rétabli. Elle pouvait mener une vie tout à fait normale. Holden s'est figé pendant 1 seconde avant que ses yeux ne se remplissent de larmes. Lorsqu'il a pris Hazel dans ses bras, le père et la fille ont pleuré. Non plus de peur, mais de soulagement et d'espoir pur. « Papa a gagné, n'est-ce pas ?» a demandé Hazel d'une petite voix, mais heureuse. Holden la serra doucement dans ses bras. «
pas seulement moi, nous. Nous avons tous gagné. Laurel se tenait dans l'embrasure de la porte, observant silencieusement, le cœur serré par une émotion différente. Pour la première fois depuis des années, elle comprenait. Ce n'est pas le prestige qui définit la valeur, c'est le cœur humain. L'intelligence ne porte pas d'uniforme. Le talent n'a pas besoin de lignée. Et l'amour n'obéit jamais à la hiérarchie de la société.